Bonjour, bienvenue à la conversation noire. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être commencer avec le land acknowledgement avant le panel d'aujourd'hui. Nous aimerions commencer par reconnaître que la conversation noire d'aujourd'hui est située sur des terres autochtones non cédées. La nation Ghaléenne-Ganaga est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de race de nombreux peuples premiers de Premières Nations. Aujourd'hui, il abrite une population diversifiée d'Autochtones et d'autres peuples. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir. Dans nos relations continues avec les peuples autochtones et d'autres au sein de la communauté, euh, j'aimerais dire bonjour à Lana et à Myriam de nous rejoindre aujourd'hui. Puis avant de commencer la conversation, on a un petit avis qui est très important. Donc, l'avis de non-responsabilité. Les échanges reflètent les points de vue des invités et ont été mis à disposition éducatifs et informatifs uniquement et non en tant que conseil professionnel. J'aimerais peut-être m'introduire un petit peu. Mon nom, c'est Williamson Dulcé, mais on m'appelle aussi Billy. Puis je serai le modérateur pour le panel d'aujourd'hui. On vous rappelle que c'est Conversation Noire et la thématique de cette année, c'est la libération à travers la technologie. Est une conférence expérimentale de 2 jours qui explore comment le monde virtuel fournit un canal d'autosuffisance et de changement social. On a Lana qui est avec nous, qui est une artiste peintre contemporaine qui utilise aussi les nouvelles technologies à travers son art. Donc, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Lana. Bonjour, je suis très contente d'être ici avec vous. Merci. Et on a Myriam Brouard, professeure en marketing à l'École de gestion Telfair de l'Université d'Ottawa. C'est une théoricienne de la culture de consommation. Elle travaille à l'intersection du marketing et de l'anthropologie pour comprendre ce qui motive l'adoption de technologies perturbatrices. C'est beaucoup de mots, de gros mots. Donc, bonjour Myriam, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Billy, je suis super heureuse d'être ici. Allô Lana aussi. Super. On a deux profils extraordinaires aujourd'hui, donc une créatrice, puis on a quelqu'un qui nous enseigne aussi. Donc, ça va être très particulier comme conversation aujourd'hui. J'aimerais vraiment explorer vos deux perspectives, toi, Lana, en tant que créatrice, et Myriam comme quelqu'un qui enseigne et qui fait beaucoup de recherches par rapport à ce monde virtuel dans lequel on va parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'aimerais peut-être faire une petite introduction de où est-ce qu'on aimerait aller avec la conversation aujourd'hui. On sait que le web, c'est un océan d'informations dans lequel tous ceux qui ont accès peuvent aller puiser de l'information ou apporter leur propre information. Les médias sociaux étant l'un des outils d'archivage les plus accessibles, donnant une voix à tous ceux qui désirent partager, être entendu et compris. Nous avons vu que bon nombre de mouvements prendre vie avec un simple hashtag. Donc, on a vu ça à travers les différentes années. Un hashtag peut amener tellement de mouvements et de changements dans la société d'aujourd'hui. Et tout ça, ça se passe quand même sur le web. Donc, l'archivage de nos expériences est très facile à faire, mais il y a aussi le revers de la médaille, l'appropriation culturelle, la monétisation de la culture black, l'effacement noir est toujours d'actualité parce que des créateurs de contenu ne se font pas attitrer le crédit pour leur création en tant que telle. Donc, l'archivage est très important et c'est le sujet aujourd'hui de notre panel. Donc, l'archivage, archive ton histoire, est aussi relié à une une économie. Donc, plusieurs d'entre nous avons l'opportunité de monétiser notre histoire. J'aimerais commencer peut-être le panel avec une première question pour nous mettre un peu dans le bain. Euh, Quelle est votre relation avec les nouvelles technologies et en quoi a-t-elle un impact dans les multiples facettes de votre vie? Ce serait une première question que j'aimerais peut-être aller avec Lana, pour que tu nous expliques un peu ces nouvelles technologies-là. Est-ce qu'ils ont un impact dans ta vie et comment ça se passe avec toi, ces nouvelles technologies? Oui, mais ça a un énorme impact, je dirais. Euh, En fait, tout au long de ma vie, j'ai toujours été quand même un peu à l'affût des technologies et j'ai toujours été sur Internet et tout, et j'ai toujours
créer en utilisant la technologie. Donc, même mon médium de peinture, ça a toujours plus été de l'art digital qu'autre chose. Et Mhm, donc, c'est vraiment quand j'ai découvert, en fait, euh, ce qu'on appelle le Web3, qui est en fait une façon d'utiliser Internet où c'est vraiment les utilisateurs qui vont gagner en utilisant Internet plutôt que ce soit les compagnies qui possèdent les applications, etc. Donc, ça m'a vraiment permis en fait, de créer un marché pour mon art mhm. qui est vraiment, où c'est vraiment moi qui suis maître vraiment de mon art de A à Z. Donc pour le marketing et pour le exhibit et vraiment, vraiment tout. Donc c'est cette technologie qu'on appelle les NFT. Donc c'est des non-fungible tokens. Et Mhm. c'est vraiment une technologie qui est très, très, très récente et qui est très peu utilisée réellement pour son full potential, je dirais, parce que là, maintenant, c'est vraiment utilisé mainly pour l'art, alors que ça peut vraiment être utilisé pour beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est vraiment utiliser les nouvelles technologies euh, avec ce que tu fais toi personnellement. Donc moi, puisque je suis une artiste, j'ai utilisé les NFT à 100% pour mon art. Et d'après ce qu'on peut connaître, j'ai fait un peu de recherche sur toi. On a vu que tu as eu énormément de succès à travers, en utilisant cette technologie-là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai commencé à faire des NFT. Donc, quand tu fais ton NFT, c'est en fait que tu vas prendre n'importe quel fichier peut devenir un NFT, donc c'est un fichier qui peut devenir électronique. Donc, j'ai en fait transversé mon art dans la technologie de la blockchain pour créer des NFT. Et Mhm, ça authentifie en fait que c'est moi qui ai créé ce fichier-là et que maintenant il peut être vendu de manière électronique et tous les acheteurs, les collecteurs, et ben, sont vraiment écrits. Donc tu peux vraiment retracer tout l'historique de ce fichier, donc tout le trading qu'il y a pu avoir avec. Et donc, moi, quand j'ai commencé à créer des NFT, c'était il y a exactement un an, parce que j'ai commencé en début février. Donc, c'est drôle. Et puis, ça a évolué extrêmement vite parce que tout va très, très vite sur Internet, comme tout le monde le sait. Et puis, donc, j'ai commencé à faire à sortir des peintures. Après, j'ai fait une collection virtuelle. Donc, les collecteurs pouvaient rentrer dans ma exhibition. Donc, c'était vraiment une exhibition qui était vraiment virtuelle. Donc, ça a été agencé, les couleurs, ça a été vraiment construit par un 3D designer qui s'est inspiré de mes peintures pour créer la galerie. Donc, il y a eu cette exhibition qui a été vendue en 24 heures. Après, j'ai continué à faire d'autres peintures, etc. Ça se vendait très bien. J'ai eu plusieurs de nouveaux collecteurs chaque mois et tout. Et puis, et puisque c'est tellement nouveau, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour les artistes qui font des NFT en ce moment. Donc, dès qu'il y avait un exhibition en vrai ou des événements, j'étais invitée et tout. Donc, je me suis fait connaître dans le space beaucoup. Et puis, j'ai sorti en novembre une collection, une très grosse collection, parce que là-dessus, c'était une pièce à la fois, ou deux, trois. Et là, j'ai mhm. sorti vraiment, mais j'ai voulu vraiment utiliser la technologie et l'incorporer vraiment, en plus que je fais de l'art digital, mais vraiment utiliser euh, la technologie pour créer l'art. Et donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle
generative art. Donc, c'était vraiment de créer des peintures qui allaient être générées aléatoirement. Donc, j'allais faire les traits, le visage et tout, et les cheveux, etc. Et ça, plusieurs, on a 112, quelque chose comme ça. Et avec du coding, c'est vraiment tout un algorithme et tout, et ben ça a créé 500 portraits qui ont été générés aléatoirement. Et, et ça, c'est un programme de coding qui est très populaire en ce moment dans les NFT parce que ça te permet de générer une grosse quantité d'art en peu de temps, et ça permet surtout aux traders de pouvoir instaurer certains NFT qui vont être plus rares que d'autres, etc., etc. Et là, ça crée vraiment beaucoup, genre une grosse collection avec beaucoup de holders, donc beaucoup de collecteurs. Et donc ça, c'était vraiment un projet qui a généré beaucoup et qui a créé vraiment toute une grosse communauté autour de la collection de 500 personnes et autour de moi par conséquent. Donc, pour toi, c'est... Oui. Pour toi, ça a vraiment influencé ton parcours en tant que créatrice, et on voit que tu prends complètement le contrôle de cette technologie-là pour pouvoir vraiment émanciper tes projets personnels. Je pense que c'est ta carrière, donc tu exploites complètement les nouvelles technologies pour pouvoir faire en sorte que ton parcours de créatrice soit bénéfique pour toi aussi, dans le fond. Myriam, je ne sais pas de ton côté à quel point cette technologie ou ces nouvelles technologies ont affecté ton parcours en tant que professionnel. On sait que tu es professeur aussi dans un sujet bien pointilleux, je trouve, mais j'aimerais savoir quelle est ta perspective par rapport à cette nouvelle technologie et qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est ça. Moi aussi, j'ai toujours été à l'affût des nouvelles technologies. Alors, quand j'ai fait ma maîtrise, je l'ai faite sur les pirates de l'Internet, sur le BitTorrent, sur ces choses-là. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le binge watching. Peut-être que c'est plus facile pour moi en anglais. En tout cas, I did it on go binge. ahead, just speak English. I might. But because all the terminology is in English. But yeah, I did my PhD thesis on binge watching, always around, how different disruptive technologies come in and change space, right? So piracy, BitTorrent, it changed the way that, the music industry and everybody had to look at the value they were providing, because people could just go out there and get it for free. And they did for a very long time. And then streaming came in. And streaming is another thing that really came in and disrupted the way in which people consumed media. Everyone that I knew had CD collections, DVD collections. Now you're going to ask someone, I'm going to ask you, Lana, do you have a DVD player? Yeah, of course not, right? So all of these sort of physical manifestations of these digital products that we used to have, we don't have anymore, because we don't feel like necessarily we need to own them to enjoy, the value provided by the entertainment product, right? So you stream on Spotify or movie on Netflix or Crave or something like that. And then when I've always been there with technology, and in about January, February, I started seeing this new thing pop up, and it was around non-fungible tokens and NFTs. And I think I met Lana about at the same time, right? Around February. I think I reached out to you. And one of the first things I started to wonder is, how is this going to impact Black creators? And, the sort of the ability that they have to be more autonomous or have more sovereignty in the way that they create and sort of commercialize or, monetize their own output. And so that's something that I started looking into. And personally, NFTs is a rabbit hole.
the minute you go in, it's like you sort of step in, you put your toe in, you start researching, and you sort of fall head first. So I fell head first. And so I've been in the space, I've joined a lot of Discords, I've been collecting, I've been talking to artists, I've been following PFP projects. And so I'm just collecting data to see what I'm going to do about this. But generally, I think that it's an interesting space because there's a lot of opportunities, but we also see um, the way the systems are replicated are twofold or something. So the richer you are, the more you can buy and access the NFT space or the metaverse. And it's one of those things where there's a lot of opportunity, but there's also a lot of opportunity for wealth disparity to play a big part. So it's a really interesting space. It actually connects to the other question that I had. We know that tech has certain barriers for the Black community, des barrières économiques pour pouvoir bâtir cette technologie-là et la mettre en place ou pouvoir l'utiliser. La plupart des technologies sont créées pas nécessairement par les communautés noires. Donc, il y a une barrière d'entrée pour que les gens puissent accéder à cette technologie-là. Maintenant, d'un autre côté, beaucoup de personnes de la communauté ont accès à cette technologie-là, oui, et créent énormément de contenu dans ces plateformes-là et dans ces espaces numériques-là qui font en sorte qu'ils sont des fois monétisés ou exploités de certaines manières. Et comme Lana nous parlait, en tant qu'artiste, on crée des choses, on les met en ligne, mais l'authentification de nos œuvres n'avait pas nécessairement cette avenue-là à l'époque. Maintenant, on l'a, mais avant, beaucoup d'artistes se faisaient exploiter de ce niveau-là. Donc, pour moi, ma question pour vous deux, en tant que créatrice Lana et Myriam, comme docteur Myriam, comme professeur de marketing, quels sont les enjeux des communautés noires dans les différents espaces numériques? On parle de médias sociaux, on parle de web, on parle de NFT, on parle de metaverse, de virtual world. Il y a toutes sortes d'espaces numériques qui sont présents. Donc, on n'a pas nécessairement bâti, mais qu'on rentre à l'intérieur de ces espaces-là. Et quels sont les enjeux pour nous en tant que communauté noire, vu que ce n'est pas nous qui les avons bâtis, ces espaces-là? Tu veux commencer, Myriam? Je peux commencer. C'est intéressant que tu parles de ça parce que juste, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait un entretien avec la CBC sur les créateurs noirs, puis si la rémunération des créateurs noirs était à leur juste niveau sur les plateformes sociales. The answer is no, right? If you look at the Forbes, top 10 list of most remunerated artists, creators on TikTok right now, there's not a single Black person. And that's really interesting because a lot of the content, the music or the choreography based on which a lot of the other people who acceded to that list, have been using is, from Black creators. So there's always been this this issue where Black creators are, trendsetters and purveyors of style, but very often don't actually get to monetize that or, enjoy the fruits of that labor. And so right now, the best we could do, right? So when you're talking about archiving your story, you can say, okay, well, this person got really popular based on this choreography. And if I trace it back on TikTok, I can see that it was done by this 14-year-old little girl. And that's a real case that happened. That's not the same thing as giving that 14-year-old little girl percentage or a cut. It's all well and good to be able to attribute it post hoc, right, to the person. But if the person does not actually benefit financially from that, if all we're doing is saying, well, it is in fact something that a Black creator did, we don't move forward. So the interesting thing about the NFT space is that, as Lana said, you can, look at perfect provenance. And when you sell forward, it's actually always going to be on the blockchain. So who started it, who sold it, things like that. I had an interview with a really interesting artist, and he was talking to me about how, like 2 years ago, he was
he was on the streets, like, so not necessarily homeless, but he was, living couch to couch, and he didn't have a fixed domicile, and he was selling his paintings on the streets. He would sell for $5 or $10 or $20 or, something, anything to sort of get by. And in February, he met with another artist, and he became sort of, he acceded to one of the platforms called Super Rare, and he became, famous. And now every piece of work that he does, from the beginning of his, onset on Super Rare, where maybe it was $5,000 or $10,000, to now that he's selling 50, 60, 100, $1,000, he gets still a commission based on, the first paintings when they get resold. So all of it, right? All that he's building builds into him as well. So it's something like, as his star grows, so does his, income. And he told me he's really, he's a little bit upset because he's like, I have like hundreds of paintings that I'm never going to see any value from. And that, people collect, I don't even know where they are. And now, I get to choose how, I want this to move forward. So if I want to do physicals, if I don't want to do physicals, if I want to stay in the digital realm, I get to, sort of decide how to move forward. And that's a really interesting thing for, creators to be able to say, as I become more popular, I also get, more value out of the space. So that's a really important and interesting thing for me. But I think Lana also can talk a lot to this issue. Oui, c'est très intéressant, mais aussi très vrai ce que tu as dit, Myriam. En fait, ce que les NFT apportent aux artistes noirs, et c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet enfin à ce que les créateurs soient vus vraiment à leur juste valeur, mais qu'ils ne soient pas non plus whitewash. You know? Et c'est quelque chose qui est très mainstream dans les réseaux sociaux, dans TikTok surtout. Et là, maintenant, c'est comme si avec cette authentification, on peut enfin combattre cet enjeu qu'on avait de se faire voler nos créations. Et c'est important et c'est très empowering. Et c'est ce genre d'histoire des artistes où tu vois vraiment que puisque la communauté noire a été volée énormément de sa culture, Oui. surtout sa culture créative, et c'est comme si la plupart ont cette mentalité de sous-estimer leur valeur. Mais avec cette nouvelle technologie, ça nous permet enfin de voir que notre art mérite autant qu'un autre artiste blanc ou d'une autre origine d'être vu dans des galeries ou dans des musées, etc., et d'être vendu au même prix qu'eux. Et donc, pour revenir à ta question de quels sont les enjeux, c'est vraiment cette question de représentation. Donc, il faut juste avoir plus de personnes d'origine noire qui sont dans la tech et qui sont dans cette technologie et qui voient qu'eux aussi peuvent le faire. Parce que si tu ne vois pas des personnes comme toi faire ce genre de choses, ta première réaction ne va pas être « Ah, ben moi aussi je peux le faire ». Tu vas juste le zapper, je pense. C'est comme ça un peu que le cerveau fonctionne. Mais dès que tu vois une personne qui te ressemble, tu vas dire « Ah, ben peut-être que moi aussi je peux le faire ». Et c'est ça qui s'est passé surtout quand j'ai fait la une des journaux pour mon projet Les Mona Lana. C'est que 80% des personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça, c'était d'autres femmes noires. Donc, ça montre vraiment le pouvoir de la représentation pour toutes les choses que tu vois. Donc, c'est vraiment que puisque
il y a seulement 1% de femmes noires en tech, à peu près, ce qui est complètement ridicule. Donc, c'est sûr que une femme noire qui va venir et faire des NFT ou juste travailler en tech, eh ben, elle va un peu croire qu'elle n'est pas à sa place. Mais c'est vraiment juste quelque chose qu'il faut battre et il faut juste Oui. réaliser que tout le monde a sa place n'importe où. On voit beaucoup d'enjeux au niveau de la représentativité, la diversité. On voit des enjeux au niveau de comment accéder à cette technologie-là, parce qu'il y a de la friction euh, à pouvoir la comprendre, la technologie, car il faut s'éduquer. C'est une nouvelle technologie, donc c'est pas tout le monde qui saute pour pouvoir apprendre. Il y a beaucoup de recherches à faire dans le processus de comprendre ces technologies-là. Il y a beaucoup d'enjeux pour les communautés noires. Même en tant qu'artiste, Lana, je te vois, c'est évolue, ça va bien. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont utiliser cette même culture noire-là, l'exploiter, la monétiser à travers même cette technologie-là qui est supposée nous donner un moyen de pouvoir s'identifier, de réclamer ce que nous avons en termes d'identité, en termes de culture. Donc, malgré que la technologie nous offre les portes, mais il demeure quand même des billets qui sont dans la société, qui se transigent ou se transplantent exactement même dans cette nouvelle technologie-là qui nous donne beaucoup plus de possibilités en termes de créateurs, mais ça demande, tu vas dans des réseaux pour vendre tes produits que les gens sont, comment on peut dire ça, peut-être en anglais, curated. They're curating the artists. So, quand tu vas sur des plateformes de marketplace ou des plateformes de vente de produits technologiques comme les NFT, mais il y a du gatekeeping qui se fait. Il y a des gens qui vérifient pour voir qui rentre, quel type d'artiste. On parle de petits réseaux qui contrôlent qui vend, qui ne vend pas, ainsi de suite. Donc, on revoit les mêmes billets qu'on trouve dans la société, que toi, quand tu allais exposer dans un musée, on te fermait les portes parce que tu n'étais pas un artiste qu'on voulait présenter dans la galerie. Maintenant, je sais que cette technologie-là nous permet de pouvoir prendre le ownership de notre art et de pouvoir communiquer directement avec des collectionneurs, mais ce demeure que dans les marchés, il y a toujours cette mentalité de sélectionner qui va réussir ou qui va pouvoir avoir du succès avec ces NFT. Je le partage encore parce que je pense qu'il y a toujours de l'appropriation culturelle, de la monétisation de la culture noire, de Black Erasure. Je pense que Myriam en a parlé à travers TikTok. Donc, des créateurs qui créent du contenu populaire, mais qu'on ne leur redonne pas le crédit pour, de un, et l'aspect monétaire n'est jamais attaché avec le crédit non plus. Donc, ils sont doublement exploités. Et on sait que cette culture noire-là crée énormément de popularité, de toutes sortes de choses très attrayantes. Malheureusement, les communautés noires ont toujours comme enjeu de pouvoir vraiment bénéficier de toutes les retombées de cette popularité, de tout ce qu'on peut créer. Sur ce fait, je pense qu'il y a une autre question qui me vient en tête, que je pense qui est extrêmement importante dans le parcours de qu'est-ce que j'aimerais que les gens puissent comprendre aujourd'hui à travers l'éducation. L'éducation de ces nouvelles technologies-là a aidé et nous aider à changer les perspectives tous ces problèmes-là qu'on sait, qui sont dans la société, mais qui se transplantent dans ces nouvelles technologies-là. Est-ce que l'éducation, pour vous, vous croyez que c'est une manière de pouvoir permettre aux créateurs de pouvoir changer la donne dans cette technologie? J'aimerais commencer peut-être par Myriam. Alors oui, je pense que l'éducation, c'est important parce que c'est définitivement une des barrières qui est les plus... again, I'll switch. Sorry, brain. It's definitely one of the barriers that's, the most like visible and salient when you talk about the space, right? And to be honest, education is one thing, but the space has so much in terms of
barriers that like education is one, finances is one, technological literacy is one. There's so many. And at the base, we have to recognize that this space is really, really good for people who can afford to lose, right? Because there's no guarantees. It is like a brand new space. It's the Wild West. So people who can afford to lose, who have disposable income, who have, free time, right? If you have free time, you can learn about NFTs. You can like research projects, you can learn about artists, but it's like you need a lot of time. And then if you want to get in, if you're talking about Ethereum based NFTs, you need a lot of money because even just the gas fees to buy a piece, on a good day will be maybe $60. On a bad day can be in the hundreds of dollars, right? So as an artist, this is something that I've talked to a lot of artists who've like been like, oh, I'm going to wait on minting my piece because right now gas is very high. So there's this, like when we talk about accessibility, we're talking about it throughout the board. So knowing about the space is one thing, but being able to participate in the space also needs to have other factors that, come into play. So I would really like to have more people know about it and be educated about it and be smart about it. Because now what I see is people that are trying to take advantage, and especially of the Black population or the ethnic populations by doing, NFT courses on Facebook where they're going to, sell you a way to learn about, and you can't, that there's no such thing because there's no guarantees and there's no one way to do it. Right. So this is like snake oil. It's not good. And you're taking money. And I've seen it in crypto as well. I'm in a lot of, Black community groups, and people will come there and it's a very predatory thing and offer, education, right? To help them get, and that is not people have to understand the way the space moves. They have to understand what the space requires. And above that, they have to be in the know that all of these other people that are investing, they're willing to lose. So are you willing to lose? And that's the most important thing that I would say, when you're trying to look at the space and all the opportunities, a lot of opportunities, a lot of pitfalls. So there has to be a balance. Tu aimerais ajouter deux, trois mots par la suite, Lana, par rapport à cette question d'éducation, surtout pour les créateurs, à quel point que c'est important parce que s'il y a énormément d'opportunités, je pense que toi, tu as pu les saisir de manière très extraordinaire, dans le fond. Comment ces nouveaux créateurs-là font pour pouvoir s'éduquer à cette technologie-là qui a quand même, comme Myriam nous a dit, des bons et des mauvais côtés aussi. En fait, moi, ce que je dis à tout le monde qui veut commencer à faire des NFT ou à acheter des NFT ou à juste naviguer le Web3 et voir les opportunités qu'il peut avoir et tout, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps et il faut absolument, absolument faire énormément de recherches parce que tout est tellement récent et ça, c'est vraiment Internet vraiment à son 100%. Donc, tu es vraiment laissé à toi-même et il n'y aura pas de customer service qui va venir t'aider. Tu es vraiment tout seul. Donc, il y a des hackers, il y a plein de choses. Donc, il ne faut vraiment pas, croire. On n'arrête pas de parler de TikTok, mais sur TikTok, ils font vraiment des vidéos qui sont vraiment... C'est vraiment du nonsense où ils associent vraiment NFT à genre beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment pas du tout le cas. Et vraiment, toutes les personnes qui réellement ont été successful dans ça, c'est les personnes qui se sont vraiment instruites sur cette nouvelle technologie et qui ont utilisé ce qu'ils ont appris pour ensuite naviguer et faire des bons moves.
et donc c'est vraiment, il faut vraiment s'éduquer, il faut pas juste croire que quelqu'un, genre comme si tu payes un cours sur Facebook sur l'NFT, va t'apprendre la clé magique de whatever. Il faut vraiment s'instruire sur le sujet, il faut lire, il faut comprendre, il faut prendre son temps parce que tout est tellement récent qu'il y a rien qui va partir et, et il faut pas avoir peur de miss out de quelque chose. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre euh, euh, cette technologie qui est vraiment très, très passionnante. Et comme Myriam a dit, il faut que tu aies le temps aussi parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris exactement 1 an pour vraiment comprendre les bases, littéralement. Et pourtant, moi, j'ai vraiment beaucoup de free time. Donc, donc c'est parce qu'en fait, en ce moment, dans le Web3, on est vraiment en train de build le Web3. Donc, ça n'a pas été, c'est pas comme l'Internet en ce moment où c'est vraiment genre structuré et tu peux pas vraiment te perdre et tout et blabla. Là, dans le Web3, tu es vraiment laissé à toi-même et ça n'a pas été encore fait ou pour qu'il y ait plein de monde et même les personnes qui ne veulent pas faire de recherche qui puissent l'utiliser. Ce n'est pas encore réellement utilisable à la mass adoption. Peu importe ce qu'on puisse dire, ça ne l'est pas encore du tout. Et là, en ce moment, les personnes qui sont dans le Web3, c'est soit des gens qui travaillent déjà en tech, des traders, beaucoup de traders, et maintenant, depuis seulement 1 an, des créateurs d'art et musique, etc. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a. Donc, c'est vrai que quand tu rentres dans les NFT et que tu veux investir dedans, ben c'est un investissement. Et la première règle d'investissement, c'est tu investes l'argent que tu es prêt à perdre. Parce qu'en ce moment, le Web3, il n'y a rien encore qui est assez stable pour être utilisé réellement. C'est vraiment extrêmement nouveau et la seule chose qui est utilisée, la seule blockchain qui est beaucoup utilisée maintenant, c'est Ethereum. Pourquoi? Pour faire des NFT. Donc, c'est très, très nouveau. Oui, on comprend que c'est une nouvelle technologie. Les NFT, il y a même le metaverse, c'est une nouvelle notion que les gens apprennent présentement. Donc, il y a beaucoup de nouveaux qui se passent. Et on sait au niveau du nouveau, nos communautés noires, la plupart du temps, sont à l'arrière de l'autobus. Donc, on est en retard sur des nouvelles technologies pour plusieurs raisons sociétales qui sont reliées avec ça. Mais en même temps, les gens sont quand même habitués avec l'archivage de leur histoire à travers les différentes plateformes comme les médias sociaux, et ainsi de suite. Le titre du panel aujourd'hui est très profond. Il y a beaucoup de tentacules, puis j'ai l'impression qu'on entre dans la matrice. Puis il faut choisir soit le red ou le blue pill. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui par rapport à tout ça. Mais je sais que l'un des plus gros problèmes des communautés noires, c'est ownership. Et le ownership ou, la manière de pouvoir authentifier que ça nous appartient, cette technologie-là nous permet de pouvoir faire ça. Et c'est là que je trouve que c'est extrêmement intéressant de pousser les gens à explorer cet aspect que avant qu'on n'avait pas. Lors de nos créations, de que ce soit du contenu, que de notre archivage, il y a beaucoup d'utilisateurs présentement qui créent leur propre contenu et ce contenu-là est monétisé et ils ont les droits d'auteur sur ce contenu-là. Donc, les NFT, qu'on appelle communément un non-fungible token, nous permet d'avoir le ownership en tant que créateur. Donc, j'aimerais peut-être que vous nous parlez un peu de à quel point c'est important pour que les gens s'éduquent, comprendre que cette technologie-là nous permet de pouvoir avoir l'appartenance ou la propriété intellectuelle de notre contenu, qui est extrêmement important. L'Internet est arrivé, il y a énormément d'informations sur l'Internet. On met de l'information constamment sur l'Internet. On est constamment appelé à donner notre attention à des gens. On est constamment monétisé à travers notre attention.
Donc, comment c'est important pour nous, en tant que communauté Nord, de pouvoir avoir les droits ou la propriété intellectuelle sur le contenu ou qu'est-ce que nous créons à travers ces différents espaces numériques. Comment c'est important pour vous, le ownership? Lana, j'aimerais commencer avec toi. Mais si on prend l'exemple avec mon art, c'est que là maintenant, dès que je une peinture et que on appelle ça mint pour pouvoir créer le NFT. Donc, dès que je mint mon NFT, et ben, euh, ça va associer cette peinture directement à moi et personne d'autre peut vraiment dire ah ben non c'est moi qui l'ai fait ou l'utiliser etc parce que t'as vraiment ce ownership qui est authentifié relié à moi et c'est vraiment ma peinture donc après il y a un collecteur qui va l'acheter et là ça va devenir il est le propriétaire du NFT mais il a pas les droits d'auteur de la pièce donc il a vraiment juste acheté le tableau comme pour acheter un tableau physique et donc là, il utilise et tout. Il, il est le owner de la piste, mais c'est encore moi qui l'ai créé. Et puis, à chaque fois que celui-ci va vouloir le revendre à quelqu'un, et ben moi, je vais gagner un pourcentage dessus, donc ce qu'on appelle des royalties. Et les royalties, je vais les avoir à perpétuité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très empowering pour un artiste sur Internet parce que là, vraiment, tout ce que tu crées peut être réellement associé à toi pour toujours. Donc, c'est quelque chose qui manquait vraiment beaucoup aux créateurs sur Internet parce que c'est vraiment les créateurs qui ont build Internet et maintenant, on peut vraiment recevoir ce qu'on méritait de recevoir depuis. Donc, tu vas pas juste... Il y a beaucoup d'artistes. C'est vraiment un enjeu pour les artistes digitaux parce que puisque notre médium d'art est nouveau depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, le monde de l'art ne s'est pas ajusté avec notre médium. Donc, ils ne savaient pas comment le expliquer, ils ne savaient pas comment genre, le revendre à d'autres gens et tout. Et là, maintenant, quand on peut, donc là, ça a tout changé, mais avant, ce qu'on pouvait faire, c'était vraiment le poster sur Instagram et, ou Tumblr ou sur Pinterest. Puis après, là, tu le mettais sur Pinterest et là, tout le monde allait utiliser ta photo et tout le monde allait utiliser ta peinture. Après, il y aurait eu des compagnies du genre Zara ou Shein qui allait prendre juste ta photo qu'il a trouvée sur Pinterest et puis qui dit ah ben je sais pas qui a fait ça, c'est sur Pinterest, c'est sur Internet et ben maintenant je vais faire un t-shirt avec. Donc c'était vraiment ça qui est arrivé et maintenant les NFT ça combat vraiment cet enjeu qu'on avait de créer un peu et le donner à Internet dans le vide. Super. Merci beaucoup. En tant que créateur moi-même, je trouve que c'est extrêmement important et à travers mon parcours, quand je faisais des expositions d'art, il y a beaucoup de fois où on a pris mon art et on a vendu et je n'ai pas vu aucun sou qui est retourné vers moi. Donc, le pouvoir en tant que créateur noir que cette technologie-là nous permet d'avoir, comme Lana nous a expliqué, est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'encourage énormément les gens à s'éduquer par rapport à cette technologie-là, à quel point elle peut vraiment leur donner les droits de réclamer leur création dans ces espaces numériques-là. C'est extrêmement important. Je ne sais pas, Myriam, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette question-là. Yes, I can. So it is extremely important, right? So the idea of ownership and being able to like have a direct impact on the way in which your like art or your creative output is going to be managed is very important. We've seen many in the past. We've seen many like rappers or R&B singers that because they switched, label or something, lost, the right to their own music, to their own IP.
right? So the thing that's really happening in the space right now is that there's um, a, a reimagining around intellectual property and how it should be handled and who it should belong with. And this space is being built with the, assumption that, or not the assumption, but sort of with the like the I don't know, like the foundational idea in the space is that the artist, the person who creates, should be the one who gains the most out of the process, right? So, Mhm. but on top of that, there's also in this space an idea of participation. So Mhm. everybody gets to, play. So let's say Lana sells a painting to me. And I actually do, have one of Lana's pieces. So Lana sells a painting to me, and tomorrow I decide to sell it back. Well, I'll make profit on that sale, but she'll make profit on that sale. So we both win moving forward, right? But Mhm. the way it is right now is that you have these centralized companies like record labels or auction houses that take in most of the value, right? So if you're an artist or, a writer, I've talked to writers and they would get, maybe $1 off of a book, or, like a few pennies on each play for the radio, and like fractions of a penny for Spotify or something like this. But now we're talking about, okay, but why? And why are these companies making all of this money? And it's because of network effects as well, because they're the ones who can promote it more actively. But now Mhm. you have the power is back into the hands of the artists to both, set their terms. Like, you want to work with me, you want to promote, well, this is what I'm willing to do. This is what I'm willing to give you. And at the end of the day, the artist wins moving forward, right? So the whole oops, sorry. The whole way moving forward, the artist wins. So this idea of ownership, it has to be reimagined, because it's always been in the best interest of, the powerful. Mhm. It has always been, right? So you have a big production company, you have a big, you can afford to, distribute. Now we're saying, like, we want to put that in the power of the money. you know we want to switch that balance of power. So it's really interesting. And there's brands that have been developed in Web3, like the Bored Ape Yacht Club or something, where they've made as much volume as Nike, in a year. Yeah. And so we're talking about big brands, and everybody's looking to how they're going to handle the future, right? How are they going to provide more values to the people who own, parts of that brand? So it's a very interesting conundrum. And I was actually interested, Lana. So I don't know. So I do own a Mona Lana. And what are the IP rights of the people who own, of the art, like, of the collectors? So can they use the Mona? Like, I don't know, because each artist has the right to set forth the way they want to interact with their market. I don't know if you want to answer that, Lana. Oh, that was a question. Yeah, I know I'm not supposed to. It's okay. Pour les Mona Lana, je sais qu'il y a comme Bored Ape et récemment les World of Women. Maintenant, tu peux vraiment, genre, le NFT que tu owns de leur projet. Donc, si tu as Bored Ape 81, eh ben, tu peux vraiment faire un magasin avec son image et tout. Pour les Mona Lana, tu peux pas. OK. Parce qu'il y en a seulement 500 et c'est pas un vrai, c'est pas un collectible. Donc, c'est vraiment une grosse collection générée aléatoirement. Il y a un peu de perks d'un collectible parce que tu fais partie d'une communauté et tout, mais je l'ai vraiment regardé comme du fine art. Donc, tu as vraiment un tableau. Donc, c'est ta Mona Lana. Donc, tu peux la exhibit et tout, blabla, mais tu peux pas, t'as pas les full rights. Les droits commerciaux C'est ça, t'as pas sur les l'art. droits commerciaux pour les Mona Lana. OK. Je sais que c'est extrêmement important de bâtir des communautés
parce qu'on peut archiver pour soi, euh, c'est très important, mais quand on devient un créateur, ben, on archive nos expériences, notre art, et ainsi de suite. On met ça sur des technologies comme les NFT, et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une communauté qui se crée autour de nous pour pouvoir bâtir notre notoriété sur cet espace-là ou cet espace numérique-là. J'aimerais savoir, de ton point de vue à toi, comment ça a été ton expérience de créer une communauté autour de ton projet en tant que tel. Comment ça a été, dans quel sens? L'expérience de L'expérience. créer la communauté parce que oui, tu es un artiste depuis longtemps, mais cet artiste-là qui vendait à des collectionneurs, ces collectionneurs-là n'étaient pas nécessairement des gens qui comprenaient l'espace numérique ou comprenaient la technologie des NFT. Donc, il y a dû avoir une transition, je pense, de cette communauté-là que tu avais avant vers une nouvelle communauté qui comprend cette technologie-là et qui est en mesure d'acheter ton produit en tant que tel que tu vends numériquement. Maintenant, moi, je me dis que en termes de communauté noire, parce qu'on cherche des collectionneurs, Myriam est une collectionneuse, donc c'est une belle chose. Mais comment on fait pour aller chercher beaucoup plus de collectionneurs issus de la communauté Black? Est-ce qu'il y en a beaucoup de collectionneurs issus de la communauté Black? On sait que c'est une nouvelle technologie, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération dans ce processus-là. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir ton point de vue en tant qu'artiste, la création de cette communauté-là. Quelle a été ton expérience? Ça a été une magnifique expérience parce que ça m'a permis vraiment d'avoir énormément de collecteurs en peu de temps et de voir à quel point mon art interpelle vraiment des plein de personnes différentes. Donc, tous mes collecteurs, il y en a qui sont vraiment les deux opposés, puis ils adorent quand même mon art. Donc, c'est vraiment beau à voir. Donc, c'est très diversifié. Pour les Mona Lana, c'est vraiment plus c'est 50% des gens qui sont vraiment dans le fine art et l'autre, c'est vraiment plus des traders de PFP. Donc, ça, déjà, c'était nouveau parce que d'habitude, mes collecteurs, c'était vraiment plus des collecteurs de fine art. Donc, ça, c'était nouveau. Euh, euh, mais c'est quand même vraiment très beau à voir de voir cette symbiose entre eux parce que dans le Discord, ils se parlent et tout et ils créent vraiment une communauté pour augmenter de valeur le prix des monnaies ensemble et tout. Donc, c'est cute à voir. Et, mais pour les collecteurs, j'ai beaucoup de collecteurs noirs et, et aussi de femmes noires, ce qui est vraiment très bien et ça me fait vraiment plaisir et j'aimerais qu'il y en ait vraiment encore vraiment plus. Et, mais j'en ai beaucoup, mais il n'y en a pas assez dans le space parce que si tu regardes la plupart des collecteurs noirs, ils vont vraiment collecter d'autres artistes noirs, souvent. Et sauf que c'est vraiment souvent les mêmes noms qui reviennent parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez dommage qu'il y en ait aussi peu. Mais j'en vois de plus en plus apparaître. Et donc, je pense qu'au fil du temps, il y en aura plus, bien évidemment. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. De qu'est-ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a quand même une friction qui se passe. Donc, on vend des NFT, c'est une autre. On parle de blockchain, il faut avoir des wallets. Il y a beaucoup de nouveaux langages que les gens doivent apprendre. Donc, c'est pour ça que j'avais posé la question par rapport à l'éducation de la communauté noire par rapport à cette nouvelle technologie-là, à quel point elle devient importante pour nous de la comprendre parce que nous donne la possibilité de pouvoir rapatrier notre culture à travers
des créateurs comme toi, Lana, à travers d'autres créateurs, des collectionneurs, des traders, ainsi de suite. Donc, on peut se rapatrier ces choses-là pour notre culture. On peut avoir les droits intellectuels pour ça et ça demeure infiniment, ça reste là et ça ne disparaît pas. Donc, on peut le retracer, retrouver ces gens-là. Donc, l'importance d'éduquer les gens par rapport à comment cette technologie-là permet de nous émanciper est extrêmement important. L'éducation est extrêmement importante. C'est pour ça que j'invite énormément les gens à faire de la recherche. On va peut-être vous donner des liens éventuellement que vous allez pouvoir vous éduquer un peu plus sur ces nouvelles technologies-là. Et ces nouvelles technologies-là, elles ne viennent pas toutes seules. Elles viennent accompagnées de d'autres technologies qui se connectent avec ensemble. Donc, on est dans une période présentement où il y a comme un consensus où ce qu'on trouve les médias sociaux qui connectent avec la vente des NFT. On voit ça sur Twitter, tu nous as parlé de Discord, qui est un espace pour énormément de collectionneurs, énormément de projets de créateurs sont bâtis à partir des plateformes comme Discord. C'est pas tout le monde qui connaît Discord. Pour ma part, j'ai appris Discord cette année. C'est un outil que j'ai utilisé qui m'a complètement chamboulé parce que je ne savais pas comment faire. Il y a une manière de pouvoir travailler dans Discord, créer des communautés, ainsi de suite. C'est relié encore à cette nouvelle technologie-là de NFT, mais c'est un média social, dans le fond. Donc, après ça, on a le Metaverse. Dans un espace, les gens peuvent venir acheter tes NFT. Donc, le Metaverse, comment on fait pour y accéder? Il y a énormément d'éducation à faire dans la communauté noire par rapport à utiliser ces nouvelles technologies-là pour pouvoir réduire l'écart pour nos communautés afin d'exploiter les bénéfices que cette technologie-là peut nous apporter, qui sont des bénéfices financiers. Donc, il y a toute une économie de créateurs qui se fait autour de ces nouvelles technologies-là. Et malheureusement, on est en retard. C'est pour ça que les conversations noires sont extrêmement importantes pour nous aujourd'hui de discuter de ces sujets-là pour faire en sorte qu'éventuellement, que plus de personnes de notre communauté puissent rentrer et devenir des collectionneurs, des créateurs, des fans, des community builders. We need all of these people inside of that space to be able to utilize that technology in order for us to be able to be at the forefront and not at the back, because we generate so much trends, culture, music, all kinds of stuff, right? And most of the time, it's other people benefiting from it. So we have to be careful as acknowledging that these technologies are extremely important and we have to educate ourselves on it. So I don't know, Miriam, I've seen that you've been nodding for a few moments right now. I'll let you tell me a little bit about all of that, because I know there's so many things that we have went through throughout the conversation. There's new words that people will have to try to learn and understand. We always say DR, which is do your own research. It's extremely important in the space parce que le Web 3 nous permet d'être indépendants, mais ça vient avec des responsabilités aussi. Donc, les NFT, c'est indépendant, mais il y a des responsabilités qui viennent avec aussi. Donc, je ne sais pas si tu avais un petit mot à partager là-dessus. I agree with everything you just said, right? So it is extremely important that people start getting educated and come into the space, even if it's only just a little bit, right? Sort of start understanding what the space is, and creators to really sort of bring that flavor into the space, because right now there's a lack of interesting projects. There's a lot, if you look, I just saw a project today and it was the Doodles or something, and it was like a mashup of the Doodle project and the Dead Fellas project. And the day before I saw Doodories, which was a matchup of the Doodles and the Cryptomories. And there's the Super Noodle Poodle Doodle, there's everything is a carbon copy of the next project almost. And that's because there's not enough diversity in the creators that are out there. So yeah, if you bring that freshness, if you bring something new to the space, I think there definitely is a lot of opportunity, and we're going to miss out because the space is building now. So if people,
you know, the Black community doesn't sort of take that step forward, you know, the communities are going to be a little bit behind, and we're going to be in a similar situation where there's going to be these, you know, sort of flaghead, you know, projects that are going to control how the space moves. And that's a little bit what's happening right now. You know, there's a couple of, you know, top 5, top 7 projects that are really big, and everything is a derivative. Like it's really impressive how much that is. So I think that education is important, and you need to understand that when you look at education, it's not just how to, it's how not to, right? Mm-hmm. Safety in this space is paramount, because you could come in and tomorrow you could lose everything. So you really need to, you know, look at, you know, wallet safety, you know, understand social engineering, because if you get on Discord, you will have 50 messages, you know, in the first minute telling you that there's a super stealthy mint of, you know, the 50th iteration of a doodle project that's about to mint. And people, you know, get really excited and want to up in really fast. And that's when you make mistakes. So educate, be patient, be strategic, and really, you know, bring something unique. Bring yourself. We have, as we were discussing it, we are purveyors of culture. Yeah. Bring it. You know, you need to bring it to this space, because right now it's sort of, it needs a little bit of color. Like it needs a little bit of color. Definitely needs some color. I like the way you said that. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'aujourd'hui d'avoir, en tant que créatrice, qui a énormément de succès dans ce nouvel univers qui est le NFT Space, qui est connecté aussi avec le métavers. Donc, de voir des exemples de diversité dans cet espace-là qui est quand même assez nouveau, c'est très encourageant. Mais il demeure que nous sommes quand même un peu en retard par rapport à ces nouvelles technologies-là, car ce n'est pas nous qui les avons créées. On rentre dans un espace qui a été déjà créé avec des billets qui sont déjà présents, qui sont issus de notre société normale, que l'on vit tous les jours. Donc, parce qu'on veut créer de la richesse pour notre communauté, on veut être en mesure de pouvoir exprimer notre culture, on veut être en mesure de pouvoir être écouté, d'être entendu, d'être compris à travers ces nouveaux espaces-là. Et ça se fait si seulement on peut comprendre comment ils sont bâtis, ces espaces-là, et comment pouvoir vraiment en bénéficier. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'avoir des conversations telles que cette conversation-là d'aujourd'hui, qu'on dit « archive ton histoire », c'est très important. C'est une grosse bibite avec beaucoup de tentacules. On a passé à travers plusieurs aspects de cette notion-là d'archiver son histoire, qui est connecté avec le web. Le web est connecté avec toutes sortes de bases de données. C'est de l'information, c'est du contenu qui se crée sur ces différentes plateformes-là. Donc, on veut être en mesure de pouvoir, premièrement, posséder les droits intellectuels de qu'est-ce qu'on crée sur ces plateformes-là, qui est l'élément le plus important, je crois, en tant que culture, en tant que communauté, d'avoir le ownership of our intellectual important. And this is the only way for us to be able to actually utilize that digital space in a sense that it brings us something back, because for so many years we haven't received anything from all the contribution that we've been giving to the society. So that space allows us to be able to benefit finally, perpetually, to that content that we bring, that culture that we bring, and it's extremely important. Sur ce, j'aimerais remercier Lana. Merci beaucoup d'avoir ton expérience, partagé ton parcours avec nous. J'aimerais remercier aussi Myriam pour all the contribution that you're doing. Je sais qu'on travaille ensemble sur mon projet à moi aussi. Je ne vais pas trop en parler, mais on a un petit quelque chose qui s'en vient pour vous aussi, pour le Black Conversation. Merci beaucoup pour ta contribution dans l'espace ou dans ce monde-là. Je sais que tu fais partie de plusieurs communautés et tu es toujours là pour advoquer pour la communauté noire. Donc, c'est très important pour nous. On aimerait aussi remercier la Banque TD, qui est le sponsor officiel de Black Conversation. On aimerait remercier aussi Connie Exer
et la table ronde du mois de l'histoire de l'art pour cette conversation noire. Merci beaucoup et à bientôt.